À l'intérieur de la zone franc, nous voudrions que la parité du franc CFA par rapport au franc français soit reconsidérée. Nous pensons en effet que cette parité qui est actuellement de 2 anciens francs français pour un franc CFA ne correspond pas à la réalité. C'est une question de justice et nous souhaitons qu'une étude exhaustive basée sur des critères objectifs permette de fixer dans les meilleurs délais une nouvelle parité plus favorable à nos peuples. Par ailleurs, il nous semble que le franc CFA doit acquérir davantage de personnalités dans la zone franc pour inspirer confiance à l'étranger. Et je soulignais que nous sommes disposés pour notre part à toutes les évolutions, à toutes les facilités, sous une réserve cependant. C'est que l'indépendance, c'est que la souveraineté que peuvent réclamer les autres, elle a ses limites dans la garantie que donne l'État français. L'une est liée à l'autre. Et il est bien évident, Monsieur le Président, que la nécessité de cette solidarité et la nécessité du lien entre la liberté de chacun et la garantie, vous venez de la donner vous-même. Car à la suite de vos paroles, il est évident que le franc CFA demain s'effondrerait s'il n'avait pas la garantie de l'État français. Le franc CFA, qui est le franc des colonies françaises d'Afrique au départ, est une monnaie créée par le colonisateur français le 26 décembre 1945. Et c'est pour ça que plus de 3/4 de siècle après sa création, le fait d'avoir gardé cet acronyme CFA paraît quelque part paradoxal, parce que même si l'explication a changé, ça veut dire aujourd'hui Communauté financière africaine. Tout le monde sait que la base, c'est Colonie française d'Afrique. Et c'est pour ça que ce franc CFA renvoie à quelque chose de très intéressant dans la définition de la monnaie, exprimée par Marcel Mauss. C'est un fait social total. Ce n'est pas qu'un fait économique. Et ce qui est intéressant avec l'étude du franc CFA, c'est de voir cette pluralité qui est derrière la monnaie. Un fait historique, la colonisation, un fait politique, le moment des indépendances qui n'a absolument pas changé cet arrangement institutionnel, et puis un fait économique, bien sûr, c'est-à-dire la relation entre la métropole et les colonies. Il faut savoir que c'est une monnaie qui s'impose dès le 19e siècle comme jetons coloniaux et qui va progressivement expulser des espaces économiques et sociaux les monnaies endogènes, qui pouvaient être le cuivre, les barres de fer, par moments les cauries, etc. Et il a fallu interdire progressivement toutes ces monnaies pour que ne circulent plus que les monnaies de l'Empire, et en particulier le franc CFA. Donc, d'un point de vue historique, il y a cette première dimension qui est la dimension de la violence historique, et la disparition, l'interdiction progressive du signe monétaire africain ou du phénomène monétaire vraiment endogène. Il ne faut jamais oublier que le franc CFA n'a pas été créé pour les Africains. Le franc CFA a été créé pour inciter les colonisateurs français à s'installer en Afrique. Et toutes les garanties liées au franc CFA étaient des garanties données aux Français qui prenaient le risque, entre guillemets, d'aller s'installer en Afrique pour ne pas perdre en pouvoir d'achat. Et donc, ce qui s'est passé historiquement, c'est que les élites africaines de la zone franc se sont substituées aux colonisateurs français au moment des indépendances. Et donc, ont gardé tous ces privilèges que reflète le franc CFA, c'est-à-dire que la puissance de cette monnaie
incite à importer massivement les biens et services utilisés par le monde urbain africain francophone. Or, pourquoi le système tient ? Le système tient parce que les réserves de change existent qui permettent de soutenir la parité fixe entre l'euro et le franc CFA. Mais d'où viennent ces réserves de change qu'on appelle encore des devises ? Elles viennent de l'exportation des matières premières de la zone franc, notamment le café, le cacao, le coton. Donc ça veut dire qu'on a un système qui bénéficie aux élites urbaines africaines de la zone franc grâce à l'exploitation des producteurs de café, de cacao, de coton. Ce ne serait pas dramatique si les réserves de change étaient utilisées pour construire des hôpitaux, des dispensaires, des pistes rurales, des écoles, des salles de classe pour les enfants des paysans qui produisent ce café, ce cacao, ce coton. Donc, on a un système, en fait, de mauvaise répartition des richesses issues du franc CFA entre l'élite et les classes moyennes urbaines et les classes rurales de la zone franc. C'est pour ça que le franc CFA est profondément néfaste à des politiques inclusives parce qu'il entretient le schéma colonial qui est le schéma de l'extraversion. Je ne veux pas manquer de modestie, mais j'ai été directeur des études de la Banque centrale, j'ai été vice-gouverneur, j'ai été gouverneur de la Banque centrale, donc je peux vous dire, je sais de quoi je parle. Le franc CFA, c'est notre monnaie. C'est la monnaie des pays membres et nous l'avons acceptée et nous l'avons développée, nous l'avons modifiée. Et j'étais là quand la réforme a eu lieu dans les années 73-74. Alors donc tout ce débat est un non-sens. Maintenant, c'est notre monnaie. J'ai quand même eu à superviser la gestion monétaire et financière de plus de 120 pays dans le monde quand j'étais au Fonds monétaire international. Mais je suis bien placé pour dire que si cette monnaie nous pose problème, mais écoutez, avec les autres chefs d'État, nous prendrons les décisions. Mais cette monnaie est solide. Les règles du franc CFA n'étant pas faites ni pour développer, ni pour autre chose que la stabilité, maintenir un espace, disons, dont on puisse tirer un maximum, cette stabilité permet de masquer un certain nombre de fautes de gestion, permet de masquer également un certain nombre de travers. Si on avait une monnaie qui était sur les marchés, parce que le franc CFA, c'est une monnaie qui n'est pas sur les marchés financiers, qui n'est pas sur les marchés de change. Donc, c'est une monnaie administrée. Et donc, son cours, on décide de son cours et on essaye de maintenir son cours avec les réserves des uns et des autres. Vous voyez ? Et si on avait une monnaie un peu plus au contact des agents économiques, en fonction des importations, des exportations, là, les questions de gestion locale, les questions de gestion domestique seraient beaucoup plus évidentes parce qu'il y aurait une volatilité plus grande, effectivement, des cours. Et ça aurait un effet assez clair sur l'espérance de vie politique d'un certain nombre de dirigeants. Donc oui, en ce sens-là, c'est un espace de déresponsabilisation, en quelque sorte. C'est un espace qui ne permet pas toujours au peuple de lire et de comprendre les impacts réels des stratégies ou des actions, peu vertueuses, on va dire, et peu compétentes, peu expertes de leurs dirigeants. Et il y a un inconvénient que Paris ne voit pas forcément, c'est que Paris apparaît comme étant le garant d'un système de prédation et de rente. C'est-à-dire que le franc CFA apparaît comme l'instrument que Paris met à disposition des dirigeants africains en contrepartie de leur mauvaise gouvernance. C'est-à-dire que quand vous prenez un pays comme le Ghana, qui connaît de fortes turbulences monétaires,
quand la gouvernance économique n'est pas au rendez-vous. Vous avez des présidents qui ont perdu des élections, comme M. Mahama, il y a une dizaine d'années, du fait de la chute de la monnaie ghanéenne, le cedi. Donc, les citoyens ghanéens ont sanctionné la gouvernance de M. Mahama parce que le taux de change est un instrument de la qualité de la gouvernance. Donc, ce qui se passe en zone franc, du fait de la fixité de la parité entre le franc CFA et l'euro, c'est que vous ôtez aux populations un indicateur de la qualité de la gouvernance. Avec cette fixité du change entre le franc CFA et l'euro, vous faites l'hypothèse que la gouvernance en Côte d'Ivoire est équivalente à la gouvernance au Congo-Brazzaville, qui elle-même est équivalente à la gouvernance en République centrafricaine ou au Tchad. Ça ne veut strictement rien dire d'un point de vue économique. Et c'est pour ça que cette monnaie est plus politique qu'économique. Je n'ai jamais pensé que le franc CFA avait un intérêt strictement économique pour la France. Ce n'est pas vrai. Parce que les investissements directs étrangers français en Afrique, c'est 1% des investissements directs étrangers français dans le monde. Et sur ce 1% des investissements directs étrangers français en Afrique, moins de 20% vont dans la zone franc, puisque les principaux partenaires commerciaux de la France en Afrique sont le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud. Aucun de ces pays n'utilise le franc CFA. Et donc, on voit bien que le franc CFA n'est pas une affaire économico-commerciale pour la France. C'est une affaire politique. Et c'est pour ça qu'il faut traiter cette affaire de façon politique. Et ça, c'est absolument fascinant de voir le décalage qu'il y a entre le discours officiel tenu à la fois par Paris et par les capitales africaines de la zone franc autour de cette stabilité monétaire irrévocable qui nous préserverait de l'inflation et qui nous assurerait un pouvoir d'achat incroyable. Je mets tout ça entre guillemets. Et la violence, ou en tout cas la richesse, du débat politique souterrain qu'il y a autour de cette monnaie. Puisque le discours officiel autour du franc CFA, c'est le discours monétariste. C'est l'illusion de la victoire finale sur l'inflation. Et ce que moi je dis à propos du franc CFA, c'est que cette monnaie est tellement bien gérée que le malade meurt guéri, puisque les Africains meurent de faim avec une monnaie qui est extraordinaire. Bon, donc c'est un paradoxe intéressant. Donc d'avoir une monnaie qui est tellement bien gérée que les gens qui l'utilisent sont les plus pauvres de la planète. Les peuples ne peuvent plus, les sociétés contemporaines ne peuvent plus avoir des espèces d'hégémones monétaires qui s'imposent, qui sanctionnent à une échelle qui va au-delà des attentes des peuples. Les solutions, parmi les solutions il y a effectivement la diversité des supports monétaires, la diversité des échelles monétaires. Et en ce sens-là, les monnaies locales sont extrêmement intéressantes parce qu'elles peuvent permettre de créer de la valeur locale et de faire circuler de la valeur à une échelle qui est l'échelle du commun, en réalité, des personnes du commun. C'est exactement l'antithèse, en quelque sorte, d'une monnaie coloniale, dont la raison d'être, en fait, la rationalité d'une monnaie comme le franc CFA, c'est la captation de la valeur au profit d'un espace qui est externe. C'est la déterritorialisation des ressources. La monnaie locale, c'est la reterritorialisation des ressources, c'est la création de richesses dans un espace domestique. Le fait qu'on nous impose une monnaie
est quelque chose qui conduit à une conflictualité. Les groupes sociaux aimeraient que les monnaies soient comme ci, comme ça. Les créanciers préfèrent les monnaies fortes, les débiteurs les monnaies faibles, etc. Il y a tout évidemment, dans la société capitaliste, il y a tout un ensemble de conflictualités qui vont s'exprimer dans la monnaie. Prenons l'exemple des monnaies locales. Donc, il existe désormais, depuis un certain temps, des groupements qui créent des monnaies locales. Eh bien, ces monnaies locales, c'est l'élection d'une unité de compte avec un certain projet sur qu'est-ce que doivent être les échanges, les transactions, les valeurs, les prix, etc. Et elle ne peut exister, cette monnaie locale, que si elle conçoit un appareil d'organisation et de gestion qui permet au minimum de lutter contre la contrefaçon des billets, qui donne les règles d'émission, etc. Donc vous voyez, immédiatement, la monnaie a besoin d'un appareil, a besoin d'une voix qui l'exprime en tant qu'elle est quelque chose de collectif. Et toute modification de ces règles ont des effets sur l'ensemble du groupe. C'est pour ça que le terme de politique monétaire et monnaie et politique vont absolument ensemble. Je crois que les monnaies locales, les monnaies complémentaires, sont une forme de sédition monétaire douce. Lorsque, au fond, une collectivité, une communauté ne se reconnaît plus dans les valeurs du système monétaire, il y a une part de la confiance qui se délite. Une part de la confiance dans la monnaie, c'est cette forme de confiance éthique où il faut reconnaître, au fond, le système monétaire comme un système qui fonctionne bien, qui est suffisamment juste, qui épouse des valeurs auxquelles on adhère. Les monnaies locales, elles ont eu un gros coup de boost après la crise financière de 2007-2008. C'est une des contestations monétaires qui est née à la suite de la crise financière de 2007-2008. Quand je dis qui est née, il y avait des monnaies locales avant, mais alors notamment dans des pays émergents. Il y en avait en Allemagne, qui était née avant, il y en avait en Angleterre également, mais en France, elles sont nées après la crise de 2007-2008. Donc, la monnaie locale, c'est l'idée que la monnaie, émise au niveau national, ne prend pas en charge un certain nombre de fonctions qui sont des fonctions qui sont liées, au territoire. La monnaie locale, elle se fonde, elle s'adosse à une charte qui transmet les valeurs sur lesquelles cette monnaie locale, elle est émise. Le SCO, par exemple, c'est une monnaie qui est basée sur des objectifs de développement durable, donc la ville durable, l'agriculture écologique, etc. Donc, en fait, il y a un ensemble de producteurs qui sont agréés, c'est-à-dire qui, d'une certaine manière, s'engagent sur cette charte. Et la monnaie est utilisée dans ce circuit-là. Donc, si vous voulez, c'est pour revivifier le tissu et favoriser, disons, une hybridation de l'économie ou en favorisant, disons, une économie qui est basée sur des valeurs qui ne sont pas nécessairement des valeurs uniquement marchandes. Ça s'oppose à cette monnaie anonyme qui est la monnaie domestique, en fait. Voyez, vous avez de l'argent, vous connaissez rien sur le commerçant à qui vous allez acheter, vous connaissez rien à ses valeurs, lui connaît rien sur vous. La seule chose, c'est qu'il y a un intermédiaire entre vous deux qui représente le collectif. Donc, on est dans une société qui peut être complètement anonymisée avec cette monnaie-là. Il n'y a pas de lien interindividuel fort. Ce qui est très différent, quand vous utilisez une monnaie locale, c'est volontaire. Vous adhérez à la charte des valeurs. Vous adhérez à un projet qui est un projet collectif qui s'encastre dans le projet collectif plus global, qui est la monnaie nationale. Et donc, c'est vraiment complémentaire. C'est pour ça qu'on dit souvent les monnaies locales complémentaires. Effekte solcher Regional- oder Alternativwährung sind überschaubar. Es gibt ein paar Projekte, die ganz gut funktionieren im lokalen Rahmen. Aber darüber hinaus, glaube ich, sind die Impulse, die man von sowas erwarten kann, eher gering. Ja? Was lokalen Alternativwährungen leisten und was auch Kryptowährungen oder Digitalgelder leisten,
ist, dass sie ein Gefühl dafür vermitteln, dass Geld eine gestaltbare soziale Institution ist. Also dass Geld nicht etwas ist, was wir als nationale Währung oder beim Euro supranationale Währung einfach als gegeben hinnehmen müssen, sondern dass sich auf verschiedenen Ebenen gestalten, aufbauen und ausprobieren lässt, weil man sich vielleicht fragt, welche Zwecke möchte ich damit erreichen, welche Ziele soll Geld eigentlich fördern. Es ist nicht gesetzt, wie Geld funktioniert. Und wenn wir in die Geschichte schauen, dann gab es unzählig unterschiedlich funktionierende Geldformen und Währungen und Projekte dazu. Und ich halte es für einen großen Gewinn, wenn man diese Gestaltbarkeit der Geldordnung eben auch dadurch erprobt, dass man verschiedene Projekte ausprobiert und einsetzt. Und manche davon werden funktionieren und andere werden wieder verschwinden. Dass sich die Hoffnung mancher, die mit Alternativwährung arbeiten, ist ja, dass sie sich als ein Ersatz zu den etablierten Staatswährungen, wenn man so will, durchsetzen. Und dazu sehe ich eigentlich wenig Anlass, daran zu glauben. Alors cela étant, aussi intéressant soit-elle, il ne faut pas les surestimer non plus, parce que les monnaies locales sont complètement arrimées sur la monnaie légale. Si on veut faire circuler 1000 unités de SCO dans le Pays Basque ou de Rollon en Normandie, eh bien, dans les deux cas, il faut 1000 de réserve en euros. Donc, il y a cet arrimage sur la monnaie légale qui bride l'essor de ces monnaies locales. Et le résultat de cela, c'est que si l'on rapporte la masse de monnaie locale à la masse monétaire, ça représente rien du tout. C'est 0,0000002% de la masse monétaire en France. Sur les 80 projets de monnaie locale qui existent, l'ensemble représente une infime fraction de la masse monétaire. Mais c'est une volonté, c'est l'incarnation en tout cas d'une volonté de démocratisation monétaire qui est intéressante. Et c'est pour ça que, au fond, on rejoint Jacques Rueff, un des plus grands économistes français spécialistes de la monnaie, même s'il était plutôt orthodoxe, qui disait « La monnaie est l'espace dans lequel se joue le sort de la liberté politique et le destin du développement économique ».